d'autres jeunes qui n'appartiennent pas aux partis politiques et qui ont décidé d'organiser une marche ce dimanche pour rappeler au président honoraire Joseph Kabila qu'ils le soutiennent, qu'ils soutiennent mais sa vision. Vous voulez montrer quoi? Mais il n'y a rien à montrer. Il n'y a rien à montrer. Et la politique, chacun s'exprime comme il l'entend. On n'a rien à démontrer. Lorsqu'on s'exprime, on s'exprime tout simplement. Vous ne voulez rien démontrer en portant les lunettes que vous portez ainsi que des chaussettes rouges, n'est-ce pas? Oui, c'est votre look. C'est mon look, mais si vous avez la majorité, vous n'avez pas approuvé aux Quinois et aux Congolais. On n'a rien à prouver parce que la majorité existe déjà. Il y a ceux qui apprécient le président honoraire Joseph Kabila, et il y a ceux qui ne l'apprécient pas. Ainsi est fait le monde. Vous savez que même Dieu, il y a ceux qui vous disent que Dieu n'existe pas. C'est leur liberté, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors Maria, je me souviens quoi, je l'ai rappelé tout à l'heure, femme de caractère, grand journaliste, en même temps militant des droits de l'homme, parce que vous avez été dans un grand ministère, vous avez fait beaucoup parler de vous. Je vous ai invité parce qu'il y a une actualité par rapport à la RDC. 2 ambassadeurs importants ont été relevés de leurs fonctions, rappelés au pays par Madame la ministre des Affaires étrangères. On les reproche d'avoir pris des décisions en contradiction avec ce que pense la centrale, c'est-à-dire soit le président de la République, soit le ministre des Affaires étrangères, etc. Est-ce que d'abord ces décisions sont régulières, d'une part, et de quoi il s'agit? Parce que ces ambassadeurs ne faisaient que leur travail d'ambassadeur. Bon, par rapport aux 2 questions, je dis, j'ai lu, j'ai appris comme vous, comme tout le monde, à travers les médias, que les 2 ambassadeurs ont non seulement été rappelés à Kinshasa, mais ils ont été également démis de leurs fonctions. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime pour qu'ils soient sanctionnés aussi durement et très rapidement? À ce que je sache, seul le président de la République a le pouvoir de limoger un ambassadeur. Madame la ministre des Affaires étrangères aurait peut-être juste dû les rappeler afin de leur demander des explications en rapport avec ce qui leur est reproché. Elle ne l'a pas fait. Elle a décidé de le limoger. Je trouve déjà que c'est irrégulier. Elle n'a pas le pouvoir de le faire. Seul le président de la République peut le faire. Et même lorsque le président de la République doit nommer des ambassadeurs, c'est vrai que c'est sur proposition du ministre des Affaires étrangères, mais l'ordonnance du président de la République doit être contresignée par le Premier ministre parce que, comme de nomination d'ambassadeur. Parce que vous savez que le régime en République démocratique du Congo, c'est un régime semi-parlementaire. Voilà, donc pour répondre à la première question, cette décision est irrégulière. Est-ce que c'est une faute ou c'est une erreur de la part de la ministre d'avoir relevé et rappelé ses ambassadeurs? Je dirais une faute parce que ce n'est pas à elle de limoger les ambassadeurs. C'est au président de la République de le faire en concertation avec le Premier ministre. Une erreur parce que Madame la ministre n'a pas pris soin d'entendre la version des faits des ambassadeurs avant de proposer leur limogeage. Même à un condamné à mort, on lui demande sa dernière volonté. J'estime simplement que c'est une décision irrégulière et injuste. Injuste parce que ces ambassadeurs n'ont pas agi seuls. Vous avez lu la réponse de l'ambassadeur Ileka à Madame, qui est secrétaire général aux Affaires étrangères. Oui. Dans son courrier, elle a expliqué à Madame la ministre des Affaires étrangères quelle est la procédure que les ambassadeurs ont suivie avant d'apporter leur soutien à la Chine, au Conseil des droits de l'homme à Genève, ainsi qu'au Conseil de sécurité de l'ONU à New York.
en tout cas pour ce qui est du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, l'ambassadeur Zenon Mukongo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, avait agi en conformité avec sa hiérarchie que j'étais en juillet vous 2010. êtes concerné dans ce dossier. En 2000, Il faut qu'on sache parce que les gens qui m'ont écrit, m'ont envoyé quelques questions que je vais vous poser tout à l'heure. On doit poser la question, qu'est-ce qu'on reproche exactement à ces ambassadeurs et de quoi il s'agit? En 2019, j'étais encore en fonction. J'étais encore ministre des droits de l'homme et moi-même, en juillet 2019, je suis allée à Genève pour l'examen périodique universel au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors, ce qui est reproché à l'ambassadeur Gata, notre ambassadeur Ça, c'est à New York. à New York, Oui. ainsi qu'à l'ambassadeur Zenon Mukongo, c'est d'avoir soutenu la Chine dans le dossier des Ouïghours. Les Ouïghours représentent une minorité musulmane, séparatiste, qui vivent, enfin, les Ouïghours vivent dans le nord-ouest de la Chine, dans la province de Xinjiang, si j'ai bonne C'est mémoire. exactement ça. Les Ouïghours se retrouvent en Turquie également, en Kyrgyzstan, en Ouzbékistan. Et c'est un peuple turcophone qui vit en Chine. Les Ouïghours, parmi les Ouïghours, il y a des groupes séparatistes, c'est-à-dire qui réclament, qui veulent l'indépendance de leur province, qui ne veulent plus appartenir à la Chine, comme la Corse veut se détacher de la France. Comme le Pays Basque. Comme la Catalogne veut se détacher de l'Espagne. Oui. Ce n'est pas à nous, Congolais, de nous mêler des affaires internes de la Chine. Mais, ce que les gens ne savent pas, c'est que parmi les Ouïghours, il y a des groupes terroristes. Terroristes. Des groupes, je pèse bien mes mots. Des groupes terroristes. Des groupes terroristes qu'on a retrouvés dans les rangs d'Al-Qaïda en Syrie et dans les rangs de Al-Qaïda en Afghanistan. Et je vais même plus loin, il y a certains Ouïghours qui ont été arrêtés par les États-Unis et qui sont détenus à Guantanamo. Les Ouïghours de la Chine, que la Chine essaie de neutraliser, sont identifiés comme terroristes, arrêtés aux États-Unis. Non, arrêtés en Afghanistan Oui. et en Syrie dans les rangs d'Al-Qaïda, Oui. avec d'autres groupes terroristes et sont détenus à Guantanamo. Donc identifiés comme tels. Identifiés comme tels. Je ne suis pas en train de dire que tous les peuples ouïghours Et terroristes. sont... Voilà. Oui. Mais parmi eux, il y a des terroristes. Il y a non seulement des groupes séparatistes, mais des groupes terroristes. Alors, la Chine, qui s'est retrouvée face à un groupe non seulement séparatiste, parce que la Chine tient à garder la province de Xinjiang dans l'état de la Chine actuel, mais en même temps, la Chine ne peut pas accepter que les groupes terroristes s'entraînent sur son sol. Certaines ONG de défense des droits de l'homme, ainsi que certains médias occidentaux, ont soutenu que le gouvernement chinois était en train de réprimer systématiquement tous les Ouïghours, simplement C'est pas de l'amalgame, ça? parce qu'ils sont musulmans et parce qu'ils appartiennent à une certaine communauté qui est minoritaire. Ce qui n'est pas vrai. Parce que nous avons eu un entretien avec l'ambassadeur de la Chine à Genève. Vous, ministre. Moi, en charge. ministre des droits de l'homme. L'ambassadeur Zenon Mukongo, qui a représenté, jusqu'il y a encore quelques semaines, la République démocratique du Congo à Genève. L'ambassadeur de Chine a également eu plusieurs entretiens avec le groupe africain à Genève. Il a expliqué la problématique des Ouïghours en Chine. Nous,
la République démocratique du Congo, parce que j'étais ministre en fonction, nous avons estimé que nous devrions soutenir la Chine. Parce que la Chine nous a soutenus lorsque le monde entier refusait d'accepter que ceux qui attaquent et tuent une population à Béni sont des terroristes. Et il y avait des musulmans terroristes. Le monde entier nous disait qu'il n'y avait pas de terroristes à Béni et que le président honoraire Joseph Kabila voulait s'en servir comme prétexte pour se maintenir au pouvoir. La Chine nous a soutenus, que ce soit à New York, au Conseil de sécurité, parce qu'il faut rappeler que la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité, Absolument. mais également à Genève, pendant que tout le monde nous avait abandonnés. La Chine s'est retrouvée dans une situation presque similaire. Il était de notre devoir de soutenir la Chine. Réciprocité oblige. Réciprocité oblige parce que dans les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'on s'aime ou on ne s'aime pas, ou parce qu'on est beau, parce qu'on est belle, parce qu'on est manche. Non, c'est une question d'intérêt. Nous avons estimé que nous devons soutenir la Chine. Je me rappelle à l'époque, j'avais eu un échange avec le vice-premier ministre Cheo Kitundu, et en conformité avec la haute hiérarchie, nous avions soutenu toutes les positions de la Chine. Mais pour revenir à ce qui est reproché à Zenon Mukongo, au mois de juillet 2019, il a agi avec mon accord et moi j'ai agi avec l'accord de la hiérarchie. Alors comment expliquer que l'ambassadeur Mukongo à Genève, Gata aux Nations Unies, est en concertation avec vous, ministre des Droits de l'Homme, qui connaît les dossiers, vous venez de l'expliquer un tout petit peu, et vous avez consulté la hiérarchie, la ministre à peine arrivée et prend une décision aussi rapide et dure à l'encontre de ses ambassadeurs. Moi je trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une décision injuste. Parce que la manière dont on a accusé les deux ambassadeurs, on ne leur laisse même pas la possibilité d'introduire un recours. C'est-à-dire on jette le discrédit sur deux personnes qui ont servi la République démocratique du Congo en toute loyauté. Et dans des conditions extrêmement difficiles. Je sais que nous avons passé des nuits blanches avec l'ambassadeur Gata, avec l'ambassadeur Zenon Mukongo, pour faire élire la République démocratique du Congo au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Toutes les puissances occidentales ne voulaient pas de notre présence au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais la Chine nous a soutenus. Le Venezuela nous a soutenus. Les pays africains nous ont soutenus. Et d'autres pays arabes nous ont soutenus. Nous avons été élus au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Est-ce que... Le président, excusez-moi Jean-Marie. Allez-y, allez-y. Le président honoraire Joseph Kabila, oui, n'est plus au pouvoir. C'est le président Félix Tshisekedi qui est le président de la République démocratique du Congo, le président de tous les Congolais. Et la RDC continue à siéger au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme jusqu'en 2021. C'est un honneur pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Je voudrais rappeler, d'ailleurs, ça me revient à l'esprit, que dans cette affaire des Ouïghours, des pays arabes ont soutenu la Chine. des pays arabes Des pays qui sont musulmans. très influents au sein de l'OMC. C'est l'organisation, non, l'OCI, pardon, je corrige. Oui. L'organisation de la coopération islamique. Les Émirats arabes unis ont soutenu la Chine. L'Arabie saoudite a soutenu la Chine. Le Pakistan a soutenu la Chine. L'Égypte, l'Algérie ont soutenu la Chine. Et l'Arabie saoudite est même allée plus loin. L'Arabie saoudite a demandé au gouvernement chinois d'aller interroger certains réfugiés
ouïghours Ils sont arrêtés chez eux. sur le sol saoudien. Alors, qu'est-ce qu'on a à reprocher à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on reproche à nos ambassadeurs? Alors, je vous pose cette question parce qu'elle m'a été transmise. Est-ce que l'ambassadeur Gata et l'ambassadeur Zeno ne sont pas victimes des injonctions des États-Unis par rapport à leur hostilité à la Chine? Question de téléspectateurs. C'est possible. Je ne détiens aucune preuve. C'est possible. Mais si tel est le cas, je doute fort, vraiment, que le président Félix Tshisekedi mettrait en avant les intérêts des États-Unis avant les intérêts de la République démocratique du Congo. Le président américain Donald Trump lui-même crie à travers tous les toits que l'Amérique d'abord. Et pour nous, c'est la République démocratique du Congo d'abord. Et le président Félix Tshisekedi avait dit, je l'avais suivi moi-même, que lui était ouvert à discuter avec tous les pays du monde qui voudraient nous accompagner dans tous les défis que nous avons à relever en République démocratique du Congo. Et il a souligné que ça serait dans un partenariat gagnant-gagnant. Parce que vous parlez des États-Unis. Les États-Unis sont représentés en République démocratique du Congo par leur ambassadeur. La Chine également. Et tous les deux, au même pied d'égalité, et les deux pays font partie des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ont une influence très importante à travers le monde. Je pose cette question. Il ne faut pas se voiler la face. Oui. Je vais perdre le fil d'idée. Allez-y. Les États-Unis, pour défendre leurs intérêts, lorsque ils ont été attaqués par Al-Qaïda en plein cœur de New York, les deux tours jumelles, les deux tours jumelles du World Trade Center ont été, se sont écroulés devant les caméras du monde entier. La République démocratique du Congo a exprimé sa compassion, a soutenu les États-Unis face au terrorisme. Les États-Unis, au nom de leurs intérêts, ont attaqué l'Afghanistan, ont suivi les terroristes là où ils se cachaient. Heureusement pour eux et pour le monde entier, ils ont pu mettre la main sur Ben Laden. Et il est mort. Il est décédé. Paix à son âme. Au nom de leurs intérêts, ils ont attaqué la Syrie. On connaît la suite. On connaît la suite. Ils ont attaqué la Libye. Ça, on a tendance à l'oublier. Je l'ai rappelé plusieurs fois à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qu'on a tué Kadhafi. Ce n'est pas son peuple qui l'a chassé. On a jeté son corps dans la rue. Les chiens venaient lécher le corps de Kadhafi. Ces images ont fait le tour du monde. Personne ne s'est ému. Personne, pardon, ne s'est ému devant ces images-là. Est-ce qu'il y a des bons crimes et des mauvais crimes? Moi, je dis non. Tous les crimes sont condamnables par la morale, par la loi. Ce qui est bon doit être soutenu et ce qui est mauvais doit être dénoncé. Nous dénonçons le terrorisme, mais nous dénonçons également ce qui s'est passé en Libye, parce que la Libye est devenue un no man's land. Un bien sans maître. Les Libyens souffrent. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont créé la désolation en Libye, il faut le dire comme tel, le chaos, n'assure pas le service après-vente. Et tout le monde paye le prix, mais c'est l'Afrique qui paye le prix fort. Alors, je pose cette question parce qu'on a pris la thématique de contradiction en matière des droits de l'homme et surtout par rapport à ces ambassadeurs. Vous avez été ministre des Affaires, enfin, ministre des droits humains, et des droits de l'homme surtout, des droits de l'homme. Si les États-Unis combattent le terrorisme, si la Chine a déjà identifié qu'il y a des terroristes parmi les Ouïghours et qu'il y a en même temps parmi les ADF chez nous ici des terroristes parmi eux,
qui sont combattus par les États-Unis. Comment les États-Unis peuvent demander, si effectivement ils ont manifesté cette envie, ou ça a été le cas, à notre président, à notre ministre des Affaires étrangères, de limoger des ambassadeurs qui ont soutenu un pays qui lutte contre le terrorisme? Je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne détiens aucune preuve que c'est les États-Unis qui ont demandé tous les commentateurs à madame, on nous a dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Oui. On ne les a jamais présentées. Donc moi, je ne peux pas suivre les rumeurs. Il n'y a aucune preuve que ce sont les États-Unis qui ont demandé à madame la ministre des Affaires étrangères de rappeler les 2 ambassadeurs. Et je vous ai dit tout à l'heure que je doute que le président, Félix Tshisekedi, mettrait en avant les intérêts américains avant les intérêts de la République démocratique. Vous êtes député, vous allez demander à la ministre de vous expliquer un peu tous ces dossiers? Je crois que Mme Francine Muyumba, qui est sénatrice, avait déjà envoyé une question orale à ce sujet à Mme la ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'elle n'a pas encore répondu, mais je pense qu'il est important qu'elle rende compte. Parce que et au Sénat et à l'Assemblée nationale? Je pense. Et je soutiens. Mais vous êtes en même temps en coalition. Nous sommes en coalition. Ce n'est pas parce que nous demandons des explications que Madame la ministre des Affaires étrangères est notre ennemie. Non. Dans une démocratie, l'Assemblée nationale est là pour contrôler les actions du gouvernement. Et lorsqu'il y a un membre du gouvernement qui dévie, il est de notre devoir en tant que député de la ramener à la raison et de lui demander des explications. Et on peut même aller plus loin, demander son départ. Ah oui, à ce point? Non, non, je ne parle pas d'un membre du gouvernement. Où est la gravité de la situation pour... D'un membre du gouvernement. Oui. Je n'ai pas parlé spécialement de Madame la ministre des Affaires étrangères, oui. Mais je vous explique tout simplement que ce n'est pas parce que l'Assemblée nationale ou le Sénat demanderait d'entendre des explications de Madame la ministre des Affaires étrangères qu'elle devient notre ennemie. Non. C'est important dans une démocratie. Tombons un tout petit peu dans les domaines que vous avez gérés il n'y a pas longtemps, les droits de l'homme. Vous pensez que maintenant les droits de l'homme sont mieux défendus avec l'encouragement et l'accompagnement de la communauté internationale qu'à votre époque? Vous me posez une question à laquelle je ne veux vraiment pas répondre parce que... Oui, parce qu'à Béni, ça continue à mourir. On parle beaucoup de délinquance, surtout l'insécurité au Katanga. On nous suit en ce moment d'ailleurs à Lubumbashi. Ici à côté, les dossiers dans le Bandundu, c'est toujours pas encore réglé. Est-ce que ça va mieux? Vous savez, par exemple, la situation de Béni. Oui. Le terrorisme n'a pas de visage. C'est-à-dire que ces terroristes ont attaqué pendant le règne du président Kabila. Oui, on disait que vous étiez complices. Ils continuent et le président et le gouvernement. Ils continuent à attaquer maintenant que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Oui. Il est de notre devoir de dénoncer ce qui se passe à Béni. Le terrorisme, comme je venais de le dire, n'a pas de visage, n'a pas d'état d'âme. Ce sont nos frères et sœurs qui sont en train de mourir à Béni. Et nous avons le devoir de soutenir le président Félix Tshisekedi dans les actions qu'il est en train de mener à travers les FARDC qui font le maximum pour rétablir la sécurité à Béni, la paix et la sécurité à Béni. Il y a beaucoup de militaires qui ont perdu la vie. Il y a beaucoup de civils qui ont perdu la vie. On nous signale qu'il y a 200 blessés que le gouvernement n'arrive pas à soigner. Justement, ça continue et il est de notre devoir, tous les Congolais doivent soutenir les FARDC dans les actions qu'elles sont en train de mener à Béni. Béni fait partie de la République démocratique du Congo. Béni fait partie de nous tous. Alors, en ce qui concerne des cas de violation des droits de l'homme, ça continue. Mais je ne peux pas dire que parce que ça continue, c'est le président Félix Tshisekedi qui en est responsable. Autant je peux vous dire aujourd'hui, et je pense que beaucoup de gens ont constaté avec moi, que ce n'était pas
forcément le président Kabila qui était responsable. Mais pourquoi il était indexé alors? Jean-Marie, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez, il y a certains policiers indisciplinés qui continuent à ouvrir le feu sur des civils non armés. Avant, on disait que l'ordre était donné par le président Kabila. Je pense que ceux qui le disaient, aujourd'hui, en regardant les choses froidement, comprennent que ce n'était pas lui. Et autant aujourd'hui, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui demande aux policiers de tirer sur des civils non armés. C'est simplement des policiers indisciplinés qui ne respectent pas l'éthique et qui ne comprennent pas que les armes qu'on leur donne, c'est pour servir le peuple et non le dominer. Je me rappelle qu'au Conseil des droits de l'homme, on disait également que c'était le ministre de l'Intérieur qui donnait des armes à feu aux policiers et leur demandait de tirer sur des civils. Et on a sanctionné des et gens je pour pense ça. d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on avait sanctionné Emmanuel Ramazani Chadari. En regardant les choses avec un peu de recul aujourd'hui, j'espère que ces gens ont compris que le ministre de l'Intérieur ne peut pas demander aux policiers de tirer sur des civils et surtout pas sur des enfants. Ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est d'organiser des séminaires de renforcement des capacités en faveur des policiers. Leur expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont choisi de servir le peuple et la République démocratique du Congo à travers la police. C'est pour veiller au respect de l'ordre public, mais c'est pour assurer également la sécurité de tous les Congolais, de tous ceux qui habitent la République démocratique du Congo. Je n'ai pas fini, Jean-Marie. Oui, permettez que je pose les questions de téléspectateurs. Mais je n'ai pas donné toutes les réponses. Je veux dire, la sanction proposée par le président Tshisekedi est aussi bonne. C'est une force de dissuasion. C'est-à-dire tout policier qui utilise son arme abusivement et ôte la vie aux paisibles citoyens doit être jugé et sévèrement condamné. Comme les gardes du ministre de l'Intérieur, Doli Makambo, qui lui-même a été condamné. Oui. Sans être moi-même juge, je ne fais pas partie des instances judiciaires, mais j'ai pu lire le dossier. Je soutiens la justice congolaise qui a bien fait son travail. Alors je pose la question maintenant, enfin les deux questions d'actualité. On me demandait à Madame la ministre, députée aujourd'hui, est-ce que l'an 1 de l'alternance vaut 6 millions de dollars avec une monnaie à l'effigie double, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Bien sûr que je dis non. Non en majuscule et en gras. L'an 1 ne vaut pas 6 millions de dollars. L'an 1, excusez-moi, mérite d'être commémoré. Mais on peut célébrer à travers des prières, à travers des manifestations patriotiques. Pas la fête. À travers la compassion aux personnes qui sont dans les hôpitaux, ou des veuves des militaires, des orphelins des militaires, des policiers. Il y a plusieurs moyens de célébrer sans dépenser 6 millions de dollars. Ce n'est pas normal dans le contexte actuel, dans le contexte économique actuel de notre pays, qu'on dépense 6 millions de dollars. Comme on dépenserait... Mais le ministre Pré Kaponga, lui, il tient mort du cul, qu'est-ce que ça se passe? Ce n'est pas normal, pendant qu'on sait que l'échographie de Mama Yemo ne fonctionne pas très bien, pendant qu'on sait qu'il n'y a pas de scanner à l'hôpital général de Kinshasa, pendant qu'on sait que la mammographie ne fonctionne pas. Donc vous êtes contre l'alternance? Alors que le cancer du sein tue des millions de femmes en République démocratique du Congo. Je soutiens les artisans de l'alternance. Parce qu'il faut quand même souligner que c'est après 58 ans d'indépendance que notre pays a connu la première alternance démocratique. Ce n'est pas un fait anodin. Lorsqu'on sait que dans certains pays voisins et dans des pays d'Afrique subsaharienne, il y a des chefs d'État qui ont dépassé 80 ans. Oui, qui sont là. Et qui sont fatigués et qui ne peuvent plus continuer à diriger, mais qui ont modifié
la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Vous avez vu par exemple Bouteflika, le président Bouteflika, qui s'est maintenu au pouvoir pendant qu'il était sur une chaise roulante, qui ne savait pas, qui ne savait plus comment il s'appelait, qui ne savait plus qu'il était président. Mais il s'est représenté, sans savoir qui s'est représenté. On a battu campagne pour lui, il a été réélu, reconnu par la Cour constitutionnelle de son pays, sans savoir lui-même qu'il était réélu et qu'il était président. Et il y a certains pays de la communauté internationale, certaines puissances occidentales qui l'ont félicité. Mais le président Joseph Kabila est parti à 47 ans. C'est vrai, il y a ceux qui disent que c'était son devoir, il devait respecter la Constitution. Oui, il l'a respecté, il est parti à 47 ans. Mais n'oublions pas qu'il y a ceux qui ont dépassé 75 ans, 80 ans, qui n'ont pas respecté la Constitution dans leur pays, qui se sont maintenus au pouvoir en marchant sur des cadavres, en marchant sur le sang de leur peuple. Et vous savez qu'il y a encore un pays en Afrique de l'Ouest. Maintenant, je ne suis plus au gouvernement. Regardez ce qui se passe en Guinée. Regardez, le président a 82 ans. Je me rappelle que lui était parmi ceux qui demandaient au président Kabila de partir. Je pense qu'il a des enfants qui ont l'âge du président Kabila. Mais le président Ouattara, même en Côte d'Ivoire, a même dit qu'il y a des probabilités qu'il se présente si Konambédié Gbagbo se présente. Pour l'instant, il ne s'est pas encore représenté. Je ne parlerai pas de Ouattara. Je me limite à Alpha, au président Alpha Condé, qui a été un opposant, qui a milité pour la démocratie, qui a fait rêver les jeunes Africains. Mais aujourd'hui, c'est la désolation. Donc on ne peut pas dire que le président Kabila n'a rien fait. On ne peut pas dire que le président Tshisekedi n'a rien fait. Lui qui a été élu et qui cohabite aujourd'hui avec certaines personnes qui, il y a encore 2-3 ans, il considérait comme ses ennemis et il n'a pas l'esprit de vengeance. Donc vous dites oui à l'alternance. Il se bat pour rassembler... Non aux 6 millions. Il se bat pour rassembler tous les Congolais, pour qu'on puisse regarder tous dans la même direction et qu'on puisse développer notre pays. Mais qu'est-ce que vous répondez? Oui, il faut célébrer sobrement, sans dépenser 6 millions de dollars. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens de l'IDPS qui disent, les gens qui sont contre cette célébration, cette commémoration en honneur à cette alternance, sont des jaloux de ce pouvoir, parce qu'il y a un monument qui est prévu, il y a cette monnaie qu'on va consommer. Qui sera... Un monument, oui, mais pas une monnaie, Jean-Marie Kassamba. Vous savez, le président Laurent Désiré Kabila, le défunt président Laurent Désiré Kabila, est venu avec la révolution. Il a fait partir le défunt président Mobutu, qui a passé 32 ans au pouvoir. Mais il y avait Mobutu sur les billets. Il y avait le président Mobutu sur les billets, mais il n'y a pas eu le président Laurent Désiré Kabila sur les billets. Et lui-même, qui était lumumbiste, n'a même pas tenté de mettre le défunt Premier ministre Patrice Emery Lumumba sur les billets de banque. Aujourd'hui, notre démocratie a mûri, elle a beaucoup évolué. On ne peut plus se permettre de mettre les visages des êtres humains mortels comme toi et moi sur des billets de banque. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Ben, pour symboliser, on a dit que c'est un billet collector. Qu'est-ce que vous êtes contre ça? Je suis contre. Un monument, oui, mais qui ne va pas coûter 6 millions de dollars. Ben, célébrer, oui, mais pas à coût de 6 millions de dollars. C'est l'argent de la République. Ben, l'argent des contribuables qui ont droit aux scanners dans les différents hôpitaux, qui ont droit d'avoir accès aux soins médicaux, qui ont droit d'aller à l'école. Ces 6 millions, on peut les rajouter. Les rajouter pour renforcer la gratuité de l'enseignement. Oui, mais quelqu'un a écrit sur exactement le site de l'émission que les gens du FCC, dont vous-même, trouvent maintenant que l'argent est important, qu'il faut moins les dépenser. Mais pendant les 18 ans que vous êtes resté au pouvoir, vous dépensez autant d'argent, vous ne regardez pas.
Mais si le peuple n'a pas voulu reconduire le FCC au sommet de l'État, c'est qu'on a élu les autres pour qu'ils corrigent nos erreurs. Ils ne peuvent pas répéter les mêmes erreurs. C'est logique. C'est pas de la jalousie là qui vous manifeste là. Vous êtes, non, ce n'est pas. Tout ce qu'on fait, gratuité de l'enseignement, c'est pas bon. Non, moi je soutiens. L'alternance à 5 millions, c'est pas bon. Je soutiens. Les 100 jours, c'est pas bon. Mais finalement, qu'est-ce que Tshisekedi fait de bien que vous pouvez applaudir? Je soutiens la gratuité de l'enseignement. Si vous regardez les vidéos de toutes les émissions dans lesquelles je suis passé les 10 dernières années, j'ai soutenu la gratuité de l'enseignement. Parce qu'il faut donner la chance à tous les enfants congolais de pouvoir réaliser leurs rêves. Et on ne peut le faire qu'à travers la gratuité de l'enseignement. Il ne faut pas qu'on crée une société où les riches vont devenir plus riches et des pauvres toujours plus pauvres, parce que les enfants des riches auront bénéficié d'une bonne éducation et ceux des pauvres vont rester pauvres, ne pourront pas travailler dans les banques, dans les sociétés de communication et ne pourront pas figurer parmi les dirigeants parce qu'ils n'auront pas été à l'école. Je soutiens la gratuité de l'enseignement. Oui. Le président Tshisekedi, ça ne fait même pas une année qu'il est au pouvoir. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait... Vous dites qu'il voyage trop, les chantiers ne se terminent pas, les 100 jours, ce n'est pas un succès. Mais finalement, qu'est-ce que vous pouvez lui dire qu'il a fait de positif? Il faut bien qu'il voyage pour rencontrer ses homologues et parler de la RDC, dont on a sali la réputation pendant plusieurs années, juste parce qu'on ne voulait plus voir le président Kabila au pouvoir. On a mis et le président Kabila et la RDC et tout le peuple dans le même panier, disant que chez nous, il n'y a que des monstres. Non, chez nous, il n'y a pas que des monstres. J'estime que le président de la République doit redorer l'image de la République démocratique du Congo. En RDC, il n'y a pas que des voyous. Lui-même a dit que pendant longtemps, on a fait croire que dans les rangs des FRDC, il n'y avait que des délinquants et des voyous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les FRDC sont bien structurés et lui-même a dit qu'ils se battent matin, midi, soir pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Sans la détermination des FRDC, je pense que certaines provinces de la RDC seraient déjà annexées. Terminons cette émission parce que vous êtes député par rapport à l'actualité au Sud Kivu. Vous êtes élu des Kabaré. Oui. Il y a des soucis à Minembwe là-bas, il y a des problèmes au Sud Kivu. Qui est leader du Sud Kivu aujourd'hui? Comment vous, les élus du Sud Kivu, on est suivis en ce moment au Sud Kivu, quel message vous avez par rapport à votre base? Parce que les élus parlent souvent de leur base. Quand vous allez dans les montagnes des Kabaré là-bas, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, chez nous, à Kabaré, il n'y a pas de montagne, mais bon, dans les montagnes... Minembwe, il y a des montagnes. C'est très loin. Minembwe, c'est à côté du Burundi. Un peu et Kabaré, un peu plus loin, nous sommes beaucoup plus proches du Rwanda. Donc, bon, bref... Moi, ce que je veux dire, je regrette que toutes les guerres soient parties du Sud Kivu, ma province. Et avec les mêmes causes. Les mêmes causes, des conflits intercommunautaires, souvent entretenus. Ces conflits existent, mais souvent entretenus par les leaders, depuis Kinshasa, des leaders de certaines communautés, tous responsables au même pied d'égalité. C'est vrai que les conflits existent, mais si tous les leaders de toutes les communautés qui se disputent mettaient tout en œuvre pour sensibiliser leur base et leur dire que nous sommes condamnés à vivre ensemble et qu'au fond, il n'y a pas de problème de terre, nous avons suffisamment de terre. Non, mais on dit que le Rwanda et l'Ouganda, les Burundi accessoirement, sont derrière ces communautés parce qu'on veut délocaliser certains pour mettre d'autres. Ça, je ne doute pas. Ça, on en parle depuis plus de 10 ans. Oui, mais pourquoi vous ne dites pas clairement? Mais vous ne le dénoncez pas clairement. On le dit. À Minembwe, c'est une affaire de terre. Pourquoi vous ne le dites pas? Ce n'est pas une affaire de terre. C'est une affaire des conflits qui existent depuis plusieurs années. Je pense que vous aviez reçu les différentes communautés qui se disputent. Heureusement que les Bashi, dont je fais partie, ne font pas partie des gens qui se disputent à Minembwe, mais je regrette parce que ça fait partie du Sud Kivu et de la République démocratique du Congo. Les Banyamulenge disent qu'on veut les chasser de là pour... enfin, ils veulent occuper quand même une partie de leurs terres. On veut les chasser de là pour implanter d'autres communautés. Vous avez reçu les différents leaders des communautés qui se disputent. Ils vous ont donné leur version des faits. Le président de la République, Félix Tshisekedi, nous avait tous reçus.
les députés élus du Sud Kivu. Nous avons discuté avec lui. Lui, il a dit ceci. Le Sud Kivu fait partie de la République démocratique du Congo. Lui, il se bat pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue du territoire congolais. Et que tous les Congolais sont obligés de vivre ensemble. Faute de nous aimer, nous devons nous tolérer. Et moi, je soutiens ces propos. Qui est derrière le Banyamulenge? Qui est derrière? Je soutiens les propos du président de la République et tout est mis en œuvre pour restaurer la paix. Est-ce qu'il y a une fracture entre vos leaders? Je ne doute pas que les pays voisins soient en train de tirer des ficelles pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Mais ces pays ne peuvent réussir que s'il y a complicité en interne. Et j'espère que les choses vont s'améliorer. Le président avait soutenu l'idée d'organiser un dialogue franc. Comme le sommet sur la paix à Mali qui est organisé à Goma. Oui, quelque chose du genre. Pour Dernière restaurer question, la paix. parce qu'on a en direct, l'FCC est donc fait partie, tient sa grande messe demain, lundi, pour ceux qui me suivent en direct aujourd'hui, à Kingakati. Quel message vous avez encore, vous, vis-à-vis du peuple congolais? Qu'est-ce que vous allez encore leur dire? Tout à l'heure, au début, vous avez dit que vous êtes majoritaire, le peuple vous aime encore, vous êtes en bonne intelligence avec les caches, etc. Mais quel message? En tout cas, le FCC s'est réuni en Mbwela Lodge. Vous vous rappelez? Oui. J'y étais. Congo central. Le communiqué final a été lu par moi, au nom du FCC. En tout cas, le FCC a réitéré son soutien à la coalition FCC Cash. Sincèrement? Sincèrement. Sincèrement? C'est sincère. Il peut y avoir... C'est pas ce que Kabound a dit à Kananga? Kabound n'engage pas le FCC. Il a parlé pour l'UDPS. Moi, je parle au nom du FCC. Le FCC croit en cet accord, croit en la coalition. Il est vrai que parfois, il peut y avoir des mésententes, des malentendus, mais ce n'est pas à cause des petites disputes qu'on pourrait rompre cette coalition. C'est ce que vous allez retirer demain à Kingakati? Vous allez réaffirmer votre mariage? Parce que demain, lundi, à Kingakati, devant l'autorité morale, à ce que je sache, il sera question de faire la restitution des travaux de Mbwela Lodge. Il y aura une phrase quand même sur ce mariage, quand même. Mais je vous dis qu'en Mbwela Lodge, le FCC a réitéré son soutien à la coalition FCC Cash. Ce qui a été dit par Kabound à Kananga engage l'honorable Kabound et l'UDPS. Moi, je parle au nom du FCC. Merci beaucoup. Et vous avez bien suivi. Si l'honorable Kabound veut répondre à madame la députée, eh bien, il est le bienvenu sur le plateau. Demain, on va suivre effectivement les communiqués qui sera publié donc à Kingakati pour réaffirmer si c'est possible encore ce mariage entre le FCC Cash. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. L'émission sera rediffusée plusieurs fois sur tous les réseaux de votre chaîne et avec l'Internet, etc. Madame la ministre honoraire, merci. Merci Jean-Marie. Madame la députée, bon vent. Merci, je pense que merci. bientôt vous allez continuer à débattre. Bonne et heureuse année à vous, à Télé 50, plein succès. Bonne année. Vous n'avez pas d'égal, vous restez la meilleure chaîne de la République démocratique du Congo.